le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Lise Trécourt. À travers ses romans, ses coachings ou ses conférences, Marie-Lise aime partager son expérience, son énergie et ses astuces avec tous ceux qui rêvent d'une vie meilleure. Elle a publié plusieurs romans en auto-édition, puis chez Erol, Vise la Lune et Au-delà. Une vie plus belle que mes rêves, le bonheur est un papillon, pas besoin d'être un super-héros pour réaliser mes rêves et du chaos naît les étoiles. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie-Lise, comment vas-tu ? Eh bien écoute, super. Je suis ravie d'être là, ravie d'être avec toi, discuter avec toi et avec tout le monde. Eh ben merci de ta joie, c'est une joie partagée. Ouais, tu me disais, parce qu'on discutait un petit peu en off avant de commencer, je vais te laisser te présenter, mais tu me disais que tu en étais déjà quand même à ton 12e roman, à 4 guides. Voilà, donc bon, j'imagine qu'il y a déjà quand même beaucoup de personnes qui te connaissent, mais c'est toujours bien que tu te présentes et qu'on comprenne qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à écrire le livre. Qui je suis, d'où je viens. Alors, j'ai commencé, mon premier roman est sorti en 2014, après avoir effectué une carrière dans la communication, dans une société d'assurance pour militaires. C'était très fun. Et donc voilà, je suis devenue écrivain en 2014 avec la sortie de mon premier livre. J'en ai écrit donc 11 par la suite et donc 4 guides pratiques. Et ce sont des romans et des guides pratiques de développement personnel. Donc, ça m'a conduit, j'allais dire presque naturellement, à mon deuxième métier, qui est coach professionnel, coach en évolution professionnelle et personnelle. Et de cette manière-là, j'ai l'impression de pouvoir accompagner les personnes vers leur évolution. C'est pas le mot que je cherche, mais en tout cas, sur leur chemin, que ce soit à travers des romans pour ceux qui préfèrent les romans, des guides pour ceux qui préfèrent les guides, ou en coaching pour ceux qui préfèrent ce moyen-là. Ok. Quelle est la différence pour toi entre un roman et un guide, qu'on comprenne ? En fait, ça dépend vraiment du lecteur. Il y a des lecteurs qui aiment bien s'identifier à un personnage, s'émouvoir avec lui, et puis il aime bien être dans une histoire, une vraie intrigue, et il va en extraire ce qu'il souhaite lui à son niveau au moment où il en est de sa lecture, il va prendre ce qui l'intéresse. Et en plus, dans ces romans de développement personnel, pour la plupart, à la fin, il y a un petit cahier pratique parce que tu disais tout à l'heure par rapport aux conférences et tout ça, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on referme un roman, on en ressort un peu différent de la manière dont on y est entré. Et donc, quand on ferme ce roman-là, on puisse, si on le souhaite, faire ces petits exercices-là pour approfondir ce qu'on a compris lors du roman, lors de la lecture. Donc, il y a ça. Et il y a des personnes qui, elles, sont peut-être plus pragmatiques, en tout cas qui ont besoin d'un accès plus immédiat. Elles ont besoin de trouver leur ikigai, puisque j'ai écrit un livre sur l'ikigai, et elles vont répondre aux questions, et in fine, elles vont trouver leur ikigai, et ça leur suffit, c'est très bien comme ça. Donc voilà la différence. Mais par exemple, j'ai écrit un roman dans lequel aussi je fais allusion à l'ikigai. Donc voilà, ça se rejoint. Ok, ça veut dire que l'ikigai, c'est comme une ligne directrice pour toi, c'est ce qui te guide dans l'écriture de tes romans et de tes guides ? Alors, mon ikigai, oui, est la ligne rouge de ma vie, en toute humilité. Mais alors, là, c'était un exemple, bien sûr. D'ailleurs, je ne parle pas d'ikigai dans tous mes écrits, mais effectivement, ce besoin d'accompagner les gens, parce que ça fait partie de mon ikigai, cette créativité dont j'ai vraiment besoin aussi, cette relation aux autres aussi qui fait partie de mon ikigai, ça rejaillit dans tous les domaines de ma vie. J'en ai vraiment besoin pour être équilibrée. Alors du coup, ça serait peut-être intéressant que tu nous donnes ta définition de l'ikigai.
Ma définition, c'est pour trouver son ikigai, ça sert à identifier ce qui manque à votre vie pour être pleinement épanoui. Donc ça peut être une nouvelle activité professionnelle, mais ça peut être aussi une autre activité ou une autre façon de vivre, une autre façon de considérer sa vie aussi, qui m'apporte cette joie, cet équilibre, cet épanouissement qui me manque aujourd'hui. Ok, donc ce qui veut dire qu'il y a des outils, c'est ça, d'après toi, pour... Pour trouver tout son ikigai, alors Ouais. oui, je pense qu'il y a des méthodes, hein, puisque bon, c'est une philosophie japonaise à la base qu'on a rapportée en Occident et qu'on utilise régulièrement. Donc il y a 4 domaines dans l'ikigai. Il y a tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me passionne. Ensuite, il y a toutes mes compétences, qu'elles soient professionnelles ou pas. Et souvent, c'est le ou pas qui m'intéresse. Il y a les valeurs qui sont fondamentales pour moi et tout ce que je peux apporter aux autres. Et ensuite, il y a les activités idéales. J'ai rebaptisé humblement ce cercle-là. Normalement, c'est les activités pour lesquelles on peut être payé. Mais parfois, et j'allais dire presque souvent, les personnes se disent, bah, tiens, je vais garder mon travail salarié ou je vais aménager mon temps de travail salarié, mais je garde ça pour la sécurité. Mais à côté, j'ai compris que j'avais besoin de faire davantage de sport, de me lancer dans une association humanitaire, d'assouvir mon besoin de créativité. Et ça, plus ça me permet d'être complètement équilibrée. Et donc, moi, je pose des questions sur ces 4 cercles. Il y a des mots, des thèmes, des valeurs qui vont revenir un peu plus souvent. Et c'est ce que j'appelle les ingrédients de ton ikigai. Et ces ingrédients-là doivent vivre dans tous les domaines de ta vie à des degrés divers, mais ils doivent être présents à chaque fois. Est-ce que ce sont ce type de questions que tu t'es posé toi à l'époque quand tu as décidé de te lancer? Alors, oui. En fait, pour tout te dire, j'ai travaillé 20 ans dans la communication, qui me plaisait, c'est ma formation de base, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais bon, je commençais à me lasser un peu du domaine sur lequel je communiquais. Et j'ai fait 2 bilans de compétences qui m'ont dit que je devais être directrice de communication. Eh ben, ça tombait bien parce que je n'y avais pas pensé. Et je me moque gentiment. Et ensuite, j'ai fait mon ikigai. Et là, je n'avais pas cette pression de il faut absolument être payé. Voilà, il faut trouver une activité qui me mette en joie. Et bien sûr, l'écriture est revenue dans les 3 cercles. Ce que j'aime, ce que je sais faire à peu près, je n'étais pas bien sûre, et mes valeurs de partage, etc. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, et si j'essayais, mais l'objectif, c'était, j'ai participé à des concours de nouvelles dans ma ville, enfin, au niveau du Var, où j'habite, pour le fun, vraiment pour ça. Et puis, ça a pris plus d'ampleur, et puis j'ai écrit un roman, et puis voilà. Mais effectivement, ça a été le point de départ de mon changement de vie, en fait. Ok, donc ce qui veut dire que tu avais déjà décelé que tu avais une facilité quand même au niveau de l'écriture. Oui, parce que dès la primaire, je m'amusais à écrire des histoires. Je participais en CE2 à des CM1, à des concours de poèmes. Ok. Donc j'aimais écrire, mais j'avais arrêté depuis mes 17 ans, donc un bon moment quand même. Ok. Ton premier livre, c'est? Il s'appelle Au-delà des apparences et il est sorti en 2014, ouais, 2014-2015, je ne sais plus bien sûr, chez HarperCollins. Ok. Et ça parle de quoi? Ça parle, attends, parce que ça c'est un gros piège. Parce que quand on écrit d'où, tu fais alors attends, c'est lequel celui-là? Mais celui-là, comme je me rappelle, ça parle d'une femme, alors ça a l'air glauque, mais ça ne l'est pas. Ça parle d'une femme qui, dès les premières pages, perd son mari meurt. Et donc, elle va devoir se reconstruire, apprendre tout un tas de choses, apprendre à vivre sans son mari. Et elle va faire la connaissance de... C'est dur sans spoiler. Elle va devoir faire la connaissance d'une autre personne qui va la sortir complètement de sa zone de confort et grâce à qui elle va pouvoir apprendre à s'accepter, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a un seul moment dans tous les romans que tu as écrits où il y a un côté un peu autobiographique, sans que tu le dises ou... Oui. Alors, mon mari n'est pas mort. Mais oui, et d'ailleurs, c'était compliqué pour la petite histoire de faire comprendre à mes proches, genre à ma belle-mère, que je pouvais inventer des choses et que ce n'était pas ni une projection, ni... et parce que les gens disaient, ah, mais j'ai l'impression de t'entendre quand je te lis, parce que moi, je connais ton histoire, etc. Donc, c'est bien important de voir qu'effectivement, je pioche dans ma vie et
je dois l'avouer, dans la vie des autres des petites choses, des petits bouts de puzzle, parce que ça m'inspire, parce que voilà, et j'en invente aussi beaucoup, heureusement, mais je me sers de tout ça en fait. Et oui, il y a une partie, mon premier livre de développement personnel qui s'appelle Vise la lune et au-delà, c'est un petit peu, même si l'histoire est différente, mais c'est mon parcours dans le développement personnel. C'est ce moment-là où j'ai fait un presque burn-out et où je me suis dit, là, je suis en train de jouer contre mon propre camp. C'est moi qui me rends malade toute seule. OK, on va arrêter ça et on va aller voir tous les spécialistes qui peuvent m'aider. Les spécialistes, donc, après avoir vu les médecins, je suis allée voir d'autres genres de spécialistes. Et c'est là que tout a commencé. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Comment on en arrive à un burn-out? Alors, moi, je dis presque burn-out. J'étais dans un état de stress généralisé où mon corps partait en cacahuètes complètement. Des petites cacahuètes, hein, mais j'avais des problèmes de ventre, je tombais dans les pommes, enfin plein de petites choses, mon cœur qui s'emballait, enfin rien de, et tous les spécialistes des cacahuètes m'ont dit non, mais tout va bien, c'est les nerfs, c'est les nerfs. Bon, ça j'avais entendu très souvent dans ma vie, donc je suis allée voir ces autres personnes. Et comment on en arrive là? Quand on a ce côté travail-man, quand on n'exprime pas ses besoins, quand on ne sait plus qui on est aussi. Je me rappelle d'une discussion avec une amie à un moment donné, quelques temps avant de craquer, où je lui ai dit, mais je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas, en dehors de la mère de mes enfants, de la femme, l'épouse, de la fille de mes parents, etc., de la collaboratrice, qui je suis, à quoi je sers, je ne sais pas. Donc, il y avait quand même déjà un problème de sens, et souvent, ça commence par là, quand on commence à perdre le sens, et l'énergie vitale, et la fatigue, et le stress, et tout ça fait un petit cocktail explosif. Et donc, heureusement, mon corps m'a mis à genoux avant de vraiment tomber en burn-out. Et voilà, j'ai pu en sortir plus vite, du coup. C'est intéressant, ça, la perte de sens, parce que je l'entends quand même assez souvent. Globalement, moi, j'ai vraiment l'impression que les gens sont un peu perdus, tu sais, comme s'ils étaient à côté d'eux. Et je l'ai vu notamment quand j'ai réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous? Tu sais, je posais la question spontanément à des gens, en fait, dans la rue, un peu partout. Et j'ai vu, alors, bon, il y a deux façons de voir les choses. J'ai vu qu'il y avait une personne sur 4 qui me regardait dans les yeux et qui était incapable de me donner une définition comme ça spontanément, avec quand même assez régulièrement des gens qui se mettaient à pleurer spontanément, parce que c'était vraiment désemparant pour eux. Et l'autre façon de voir les choses, c'est de se dire, il y a quand même 3 personnes sur 4 qui arrivent à donner une définition. Donc ça, c'est le côté positif. Mais malgré tout, je trouvais que c'était trop important, tu vois, que 1 sur 4, je disais, c'est quand même dingue que les gens n'arrivent pas à donner leur propre définition comme ça spontanément. Et donc, ça rejoint un peu ce que tu dis, dans le sens où j'avais vraiment le sentiment que les gens étaient à côté d'eux. Tu sais, que la société faisait en sorte que tout aille très vite, et donc du coup, ils n'avaient pas le temps d'appuyer sur pause et de se poser les bonnes questions. Donc peut-être que c'était là aussi, toi, où tu en étais. Ça se trouve, tu n'avais pas eu le temps de mettre pause et de te poser les bonnes questions. C'est ça. Et aujourd'hui, surtout depuis le Covid, les gens se posent de plus en plus la question du sens au travail. Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'en coaching, on va dire que j'ai 80% des personnes, alors j'ai 95% de femmes, hein, donc ce sont souvent des personnes jeunes, une trentaine d'années, entre 30 et 40, j'en ai vraiment beaucoup, qui me disent, voilà, j'ai commencé là-dedans. Elles ont parfois, et souvent même, des postes à responsabilité, elles ont fait des études pour ça. Et elles se disent, OK, en plus, je gagne très bien ma vie pour la plupart. Et donc, elle me dit, je suis dans une prison dorée. Et j'ai perdu le sens. Je m'ennuie. Et je comprends pas. Personne ne me comprend parce que quand même, j'ai ce salaire, j'ai ce poste. Voilà. Et vraiment, je les comprends parce que oui, ça peut cocher quelques cases, mais si ça ne coche pas la case du sens, il en manque une fondamentale. Mais oui, mais ça, je l'entends encore, mais plein de fois. Et effectivement, dans des profils que tu viens de citer, souvent quand même, enfin en tout cas de ce que je constate moi dans mon entourage, c'est que c'est des gens qui, a priori, aux yeux de la société, ont tout ce qu'il faut pour être heureux, mais en fait pas du tout, quoi. C'est-à-dire je pense qu'il y a une graine à un moment donné qui a dû être semée, et ils doivent se poser des questions quelque part sans s'en rendre compte.
C'est ça. Et ils se sentent incompris, un peu seuls. Ouais. C'est ça qui est triste pour elles, parce qu'elles osent à peine me dire pourquoi elles viennent me voir, comme si elles culpabilisaient d'avoir ces états d'âme-là. Parce qu'il y a quelques temps, on nous disait, voilà, tu étudies, tu as un job, tu fais ce job-là dans la même boîte toute ta vie et tu t'estimes heureuse, et hop, après tu meurs. Bon, je schématise, mais... Non, c'est ça. mais c'est ça. Et là, elles osent dire, non, en fait, moi, ça me va pas ce plan. Et c'est vrai, et je trouve ça génial de faire ça à 30 ans, honnêtement. Moi, je l'ai fait un peu plus tard, Carrément. mais c'est top. Carrément. C'est bien de le dire parce que 30 ans, tu vois, c'est à peu près justement aussi ce que je constate, c'est cette nouvelle génération qui a besoin de donner du sens. Notamment aussi parce que le game, il a changé maintenant. C'est aux entreprises de se vendre auprès des personnes qui cherchent un job et pas l'inverse. C'est vrai. Et donc, du coup, justement, cette génération, elle a envie de donner du sens. Elle est prête à quitter son job du jour au lendemain si ça lui convient pas. Et donc, du coup, ouais, ça change un peu les règles du jeu, quoi. Et c'est compliqué pour les employeurs de s'adapter. Là, je travaille avec une DRH. Elle me dit, mais je suis dépourvue. Je les ai en face de moi. Je comprends pas. Ouais, je comprends. Ouais, c'est normal. C'est logique. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bon signe pour l'humanité et pour la planète. Oui. Ouais. Et puis pour l'évolution, l'évolution de manière personnelle et collective, de se dire, voilà, aujourd'hui, c'est ça qui me passionne. C'est vers là que j'ai envie d'aller, que je peux donner le meilleur de moi-même. Et demain, ça sera peut-être complètement autre chose. Et c'est génial et c'est OK. Et je trouve que cette plasticité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des jeunes aujourd'hui, cette facilité à entrevoir plusieurs vies professionnelles. Alors, ça déconcerte les parents, je ne te cache pas, en ce qui me concerne. Mais je l'applaudis dès demain parce que, voilà, on se remet en question à chaque fois aussi. C'est courageux de faire ce choix-là. C'est ça, ouais. C'est comme si, je ne sais pas si tu as entendu ce terme slasher et slasher. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça, il y en a de plus en plus. Pour ceux qui ne savent pas, les slashers, ce sont des personnes qui ont plusieurs activités sur une seule et même semaine et qui ont cette capacité et surtout ce goût, et c'est une vraie appétence pour faire plein de choses très différentes parce que ça correspond à leur profil, tout simplement. Je crois que je suis slasheuse, auteur, coach, formatrice, je fais des conférences aussi, et je crois que toi aussi d'ailleurs, vu toutes les étiquettes, les casquettes que j'ai vues sur ton compte, on est deux slasheurs. Ouais, il y a des chances, ouais. Ah oui, ça ne m'étonnerait pas. D'ailleurs, il y a un bouquin, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je ne l'ai jamais lu, mais je sais qu'à un moment donné, j'avais une collègue qui était un peu perdue. Et elle était tombée sur un livre, justement, qui est dédié aux slashers. Et donc, du coup, ça l'avait vraiment rassurée parce que ça lui permettait, de rentrer dans une communauté, quoi, en gros, quoi, de comprendre comment elle était. Et voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton livre, ça a été un peu comme une thérapie, du coup, ce bouquin? Mes livres. Tes livres, ok. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que quand j'écris, vraiment en phase d'écriture, presque je ne suis pas présente dans l'histoire. Enfin, oui, même si j'ai pioché dans ma vie ou des choses comme ça, ou dans ce que j'ai appris, compris, partagé avec les autres. Mais ce qui est très rigolo, c'est que j'écris le livre, on le corrige, il sort. Et parfois, je peux être amenée, rarement à le relire, mais c'est plutôt dans la phase de correction d'ailleurs, c'est même avant la sortie. Donc, c'est souvent, comme tu sais, pour les guides pratiques, c'est un peu plus raccourci le temps. Pour un roman, les temps sont plus longs. Et donc, parfois, je relis le roman 5 mois, 6 mois après l'avoir terminé et envoyé. Et donc, là, je relis une phrase, donc une espèce de conseil que je donne. Et là, je me dis, ça serait pas mal que tu le suives, ce conseil-là. Pile poil, là, ça serait vachement bien. Et je m'en suis pas rendu compte au moment où j'écrivais, en fait. Okay. Et donc, c'est rigolo, comme si mon inconscient m'envoyait des messages et que moi, je partage avec les autres. Et voilà, j'ai besoin de les suivre aussi de temps en temps. Ouais, ça m'étonne pas. Comment ça se passe pour toi le travail d'écriture? Alors tu sais, parce que je vois, j'ai quand même un certain nombre de potes auteurs autour de moi. Il y en a pour qui ils vont dire, genre ils sont canalisés, par exemple, et donc du coup c'est super fluide et ils écrivent, mais ils peuvent terminer un bouquin en quelques semaines, voire en un mois. Puis il y en a d'autres, ça va être, ils ont besoin de se mettre dans une bulle, donc ils ont des lieux comme ça en France ou à l'étranger, ils vont aller s'isoler pour s'immerger en fait dans ce qu'ils ont envie de produire. Il y en a d'autres qui vont le faire comme ça au fur et à mesure de leur activité, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Toi ça se passe comment? C'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire, alors moi, j'aimerais canaliser, je trouve ça génial. Les gens, presque, alors j'exagère, presque ils n'ont rien à faire, mais on leur envoie le message et je trouve ça génial. Super. Mais je dois dire que parfois, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que, alors j'écris quasiment uniquement dans cette pièce, dans mon bureau, et au calme ou avec une petite musique que je choisis en fonction de l'émotion que je veux ressentir. Je ne saurais pas écrire dans du bruit, etc.
Et aujourd'hui, comme je suis slasheuse, je me réserve des plages dans mon agenda pour pouvoir écrire, mais ça n'arrive jamais que j'écrive pendant une semaine entière, même si j'aimerais, mais voilà. Et donc, je construis un vague plan quand je commence pour me donner confiance et puis pour un peu structurer mes idées. Un plan que je ne suis pas de toute manière, mais bon, ça me permet de me lancer sur les rails. Et donc, je sais à peu près ce que je dois dire. Et puis, il y a des moments, pour en revenir à ce premier cas, où je me dis, oh, mais c'est vachement bien cette idée, mais comme si c'est pas moi qui l'avais eue en fait. Et ou bien, tu vois, en cours d'écriture, et souvent, c'est sous la douche que ça se passe. Il y a des idées qui viennent quand on n'y pense pas. Et c'est au moment où on lâche prise, on fait des choses par automatisme. Oui. Et voilà, ou bien en cours d'écriture, c'est comme si quelqu'un m'avait soufflé une idée. Et presque, je pourrais me retourner et dire, oh, c'est vachement bien cette idée, j'adore. Ah ouais, je vois tout à fait. La fille modeste. Alors, du coup, c'est compliqué quand tu es sous ta douche, tu fais comment? T'arrêtes de te doucher et tu notes? Tu sais, vraiment. Je vais vite écrire surtout après. Ah oui, Mais Ok. il se passe aussi une autre chose, c'est que en fait, j'écris mon chapitre du lendemain la veille au soir. C'est-à-dire que j'éteins la lumière. Et là, je me dis, bon, alors on en est là, demain, bon, ça va globalement parler de ça. Et donc, je me dis par quoi j'attaque, la scène d'ouverture, par exemple. Et là, j'ai des idées qui viennent un petit peu toutes seules, voilà. Et c'est dans cet état-là que les meilleures idées viennent, cette espèce de semi-conscience, semi-réveil, là. Ouais, je vois. Et le problème, c'est que quand une idée m'enthousiasme, tu vois, une idée qui n'est pas de moi, souvent. Et là, ah ouais, c'est génial, dans mon lit toute seule. Hein. Et je bouge dans tous les sens et, et je m'enthousiasme toute seule en disant, ah ouais, puis je préfère ça et ça et ça. Donc, bien sûr, va trouver le sommeil derrière. Bon, bah là, c'est encore autre chose. Je dors très peu quand j'écris. Mais donc, voilà, c'est un mélange de tout ça, de raison, de construction intellectuelle, de lâcher prise et de quelque chose d'autre. Voilà. Ouais, je vois. Oui, c'est vrai, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi. Alors moi, c'est pas sous la douche quand j'ai les idées, c'est quand je marche. Ah, Ouais, quand je me retrouve notamment en pleine nature, que je fais de la rando, par exemple. Souvent, là, j'ai plein d'idées qui arrivent. Ça me le fait aussi quand je vais faire du vélo. Je crois que moi, c'est quand je suis en mouvement, en fait. Quand je fais du vélo, de la marche. sur le vélo, Et c'est compliqué de prendre des notes du coup. Hein. ouais, c'est pas évident. Mais tu sais ce que je fais? En fait, je m'arrête et je m'envoie un mail. Ah ouais, génial. Ouais. Pas de C'est vocal. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu peux parler à ton téléphone. En vocal, voilà, d'accord, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et je m'envoie. Parce que sinon, je sais que ça va me sortir de la tête et qu'après, je vais penser encore à autre chose. Donc, je le fais quasiment sur le moment. Ouais. Alors, j'ai une théorie par rapport à ça. Ok. Ce à quoi je pense la veille au soir, donc dans mon lit, je note pas. Et je me dis, si l'idée reste là demain matin, c'est qu'elle était bonne. Si elle est partie, c'est qu'elle n'était pas bonne et elle avait raison de partir. Ah, C'est excellent. dangereux, hein, mais J'aime ça bien, marche. j'aime bien ces petites astuces d'auteur. Quoi. Je vais retenir. Je te dirai là. Je te dirai, je suis Oui, pas ah déjà. ouais, Je te dirai. super. Pourquoi pas, effectivement. Ok. Et donc, dans tous ces romans-là que tu as écrits, j'imagine que tu as eu quand même beaucoup de retours des lecteurs et des lectrices. Si je comprends bien, c'est quand même beaucoup de lectrices. Oui, la Ouais. plupart. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu arrives à identifier à peu près le profil de tes lecteurs? Mm. Ce sont alors des femmes en âge, je sais pas, on va dire que ça commence à 30 ans et jusqu'à 60. Et des personnes qui elles ne s'intéressent pas toutes au développement personnel parce que, en fait, je viens du roman à la base, mes premiers romans, mes 5 premiers romans sont des vrais romans, c'est-à-dire avec une intrigue, une fiction. Enfin, oui, c'est de la fiction et il y a Ouais. des retournements de situation. Enfin, c'est un roman. Et pour mon 6e roman, Vise la lune au-delà, j'ai injecté du développement personnel à l'intérieur. Donc, il y a des personnes, même si elles n'aiment pas ça ou que ça ne les passionne pas plus que ça, elles peuvent lire l'histoire et point. Donc, il y a des personnes qui ont plus d'affinité avec le développement personnel, qui cherchent aussi à s'ouvrir vers autre chose ou à comprendre certaines choses en elles. Voilà, donc ce sont un peu voilà, il y a les 2 catégories de personnes. Et j'allais dire que ce sont les meilleurs lecteurs, lectrices du monde parce que quand je les vois en salon, elles ont toute la banane et ça fait plaisir à voir cette ouverture, cette chaleur. C'est quelque chose en commun. Et même, tu vois, je vois sur mes réseaux sociaux, j'imagine que toi, c'est exactement pareil. Ben, on s'attire ce genre de personnes-là et c'est top. Bah oui, complètement. Ah oui, moi, c'est ce que je dis. Je sais bien qu'avec le temps, je me suis créé un microcosme. Hein.
C'est ça. Forcément, hein, c'est sûr. Mm. Et d'ailleurs, moi, j'invite aussi tout le monde à faire la même chose. Il vaut mieux se créer son propre monde, hein, son propre Exactement. microcosme, entouré de personnes qui nous correspondent, en tout cas de ce qu'on a envie de voir dans notre propre monde. Moi, j'invite vraiment les gens à faire la même chose parce qu'effectivement, ça change quand même beaucoup de choses. Plutôt que de se laisser happer par le mindset général, par le mood dans lequel la société se trouve. Si on part du principe, tiens, tu me diras d'ailleurs si tu es d'accord, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une réalité. Si on est 8 milliards d'individus à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être 8 milliards de mondes différents. Qu'est-ce que tu en penses? 8 milliards de perceptions du monde ou de mondes Et- parallèles, on parle de quoi là? De physique quantique, Ouais, on parle non, de quoi? non, pas des mondes parallèles, c'est un autre sujet. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Non, de perception du monde. Ah oui, c'est ça. Il y a plein de perceptions du monde différentes et c'est ça qui me passionne aussi. J'utilise un autre outil dans mes coachings au-delà de l'ikigai qui s'appelle l'énéagramme, qui est l'étude des 9 personnalités et qui est génial parce que j'explique aux personnes qu'en fonction de leur énéatype, c'est comme ça qu'on dit, elles ont une vision du monde qui est complètement différente. Par exemple, je vais rentrer dans un restaurant et c'est du vécu. La personne avec qui je vais être va focaliser sur tout ce qui ne va pas, donc le perfectionniste, sur tout ce qui ne va pas. Une autre, elle va focaliser sur les dangers potentiels, donc ça s'appelle le loyal, qui aime bien anticiper les dangers. Et une autre qui va se dire, bah, tiens, il y a plein de trucs géniaux, et bon, on va bien manger, et là, c'est l'épicurien. Et on parle tous de la même scène, du même restaurant. Donc oui, tu vois, il y a au moins 9 perceptions différentes en fonction de notre énéatype, et bien sûr, en fonction de notre histoire, de notre société, de notre culture, il y en a encore plus. Et je trouve ça génial, l'énéagramme, parce que ça permet tellement d'être tolérant envers les autres. Et maintenant que je connais bien ça et que j'arrive plus ou moins à percevoir l'énéatype des personnes, même s'il y a parfois des comportements ou des façons de penser qui peuvent avec lesquelles je suis pas forcément en accord ou qui peuvent me surprendre, non, c'est bizarre quand même. Et moi je vois l'énéatype qu'il y a derrière, je dis ah ouais, c'est passionnant, j'observe ça et voilà. Donc oui, pour répondre à ta question, il y a très certainement 8 milliards de perceptions du monde. Alors c'est bien que tu parles de l'énéagramme, c'est un sujet aussi qui me passionne, dans la mesure où quand j'ai commencé à m'intéresser à moi, donc comme je te le disais en off, ou je ne sais pas si je l'ai dit en direct, tu sais, j'ai commencé très tôt, vers l'âge de 10 ans. Et donc du coup, à un moment donné, l'énéagramme est arrivé sur mon passage, c'était un bouquin, et c'était notamment à la période où j'ai créé mon entreprise. Donc tu vois, ça devait être vers l'âge de 23 ans. Et donc, c'était un énagramme qui était destiné au monde de l'entreprise. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de comprendre les gens avec lesquels j'allais bosser, quoi, en gros, quoi. Et j'ai vraiment aimé cette approche. Et puis après, par la suite, je suis tombé sur plein d'autres choses pour me rendre compte, bien évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, qu'en réalité, il y a plein d'approches très différentes. Toi, c'est l'énagramme, puis pour d'autres, ça va être, je sais pas, l'astrologie, par exemple. Et puis pour d'autres, ça Ou va la être numérologie. ou la numérologie, voilà, etc. Toi, tu dis que tu t'es très concentré là-dessus. Est-ce que c'est vraiment ton filtre dans la vie de tous les jours? Ou est-ce que tu utilises autre chose? Par exemple, moi, à un moment donné, je suis tombé aussi sur la synergologie. Tu sais, c'est l'étude de la gestuelle dans la communication. Paraît-il que c'est au moins 70% du message qu'on a envie de transmettre. Alors, si tu as analysé mes gestes depuis le début, je suis mal, alors parce que j'arrête pas de faire ça. Bah non, parce que tu sais, tu es beaucoup figé. Donc, Ah oui, je suis désolée. Mais est-ce que tu t'es intéressé à ça, par exemple, à la synergologie? Alors non, enfin oui et non, parce que dans mes études de communication, on a abordé bien sûr ce thème-là du non-verbal, mais je devrais peut-être m'y intéresser, ça me permettrait de moins bouger les mains, mais j'habite dans le sud, alors peut-être que j'ai pris cette habitude-là. C'est ça. Italien peut-être? Peut-être, oui. Mais non, j'ai différents filtres, bien sûr, pour appréhender le monde et les autres, mais c'est vrai que celui-ci... J'aurais adoré le connaître à 23 ans, mon énéatype. Ça m'aurait tellement facilité les choses. J'adore ça. Mais voilà, aujourd'hui, c'est en bonne partie ce qui m'aide à comprendre le fonctionnement des autres. Et c'est ce que je partage dans mes coachings, justement, en expliquant, voilà, si tu fonctionnes comme ça, si tu réfléchis comme ça, c'est très certainement... Et c'est pas une obligation, du fait de ton énéatype, mais on n'est pas dans une case. Enfin voilà, je fais très attention à ça, à ne pas mettre des gens dans des cases en disant que tu es enfermé là-dedans, parce que bien sûr, ce n'est pas le cas. Oui, bah justement, c'était un peu la transition où je voulais en venir. C'est que finalement, moi, j'en étais arrivé à une conclusion en me disant que c'était peut-être un peu restrictif. Tu sais, de dire non, mais c'est pas possible, il peut pas que avoir 9 types de profils sur 8 milliards d'individus à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant, du coup, de s'intéresser aussi à d'autres choses
pour étoffer davantage, tu sais, la perception. Carrément. Ouais, on est d'accord. Ouais. Okay. Ouais, carrément. Puis en plus, on n'y a pas de neuf parce que on a les sous-types. Je ne vais pas rentrer dans le truc, mais on a les sous-types, on a les ailes, les flèches qui nuancent tout ça. Un 2, c'est pas qu'un 2, ça peut être plusieurs 2. Un 2, c'est l'altruiste. Pardon. Voilà, donc, mais effectivement, au-delà de ça, ça nous donne une indication sur notre mode de fonctionnement et c'est pas la Bible, c'est pas la vérité absolue. Hein. Ouais, complètement. Et est-ce que tu as un livre à recommander comme ça de mémoire, justement, pour les gens qui voudraient s'intéresser à l'énéagramme? Ah oui, alors attends, il est où? Je l'ai pas là? Le livre de Véronique Massier-Jacques, tu m'entends là? Oui. Le livre de Véronique Massier-Jacques, je crois que ça s'appelle 9 façons de voir la vie, quelle est la vôtre, quelque chose comme ça, paru chez Erol, et que je trouve top. Et pourtant, j'en ai lu beaucoup. Et je m'en sers souvent de son livre d'ailleurs en coaching, parce qu'il explique de manière très à la fois détaillé et en même temps très accessible le fonctionnement de l'énéagramme. Il parle des sous-types, il parle des ailes, des flèches, etc. Donc, je trouve concis et complet. Ok, super, merci. Est-ce que le profil des personnes qui viennent te voir justement sous ta casquette de coach, c'est le même type de profil de tes lecteurs? Alors, souvent, ce sont des lecteurs qui viennent me voir. Mais pas toujours. Il y a des personnes qui me découvrent sur des podcasts et voilà, qui viennent vers moi, donc ils ne me connaissent pas a priori, ils ne savent pas que j'écris. Oui, on va dire que ce sont souvent les mêmes, encore que si, ce sont des personnes qui s'interrogent sur elles-mêmes, hein, qui ont cette envie de changer, mais qui ne trouvent pas encore les clés pour faire ce changement-là. Elles ont juste besoin qu'on leur donne un petit coup de pouce pour voir la clé. Mais... Et c'est satisfait ou remboursé? En tout cas, pour l'instant, j'ai que des satisfaits, donc je sais pas. Et imaginons que la personne ne soit pas satisfaite pleinement, on fera une séance complémentaire pour voilà, comprendre où est le problème. Mais jusqu'à présent, ouais, je suis hyper contente Là, j'ai eu une clôture, ce que j'appelle ce matin, et de voir la personne de là où elle est partie et là où elle est arrivée. Et je devrais pas dire ça, mais ça me met les larmes aux yeux, moi, à chaque fois Je comprends. D'entendre ce qu'elle me dit, parce qu'elle-même fait son propre bilan, et de voir comment ça a pu changer en 5, 6, 7 séances max. Ah oui, ça me laisse pantoise. Ouais. Pas. Est-ce que tu proposes des stages aussi, hein, en groupe? Alors, ça fait un moment que j'ai plus pris le temps de le faire. J'ai organisé les journées essentielles ici, dans le Var, sur des thématiques, se reconnecter à soi ou prendre confiance en soi. Et je compte bien en organiser d'autres prochainement. Et peut-être même sur 2-3 jours, j'aimerais bien faire ça. Ouais, c'est une bonne idée parce que moi, je trouve que la force du groupe, quand même, est très différente. Ah, on est d'accord. Ouais. Hein. Ah ouais. Non, puis les synergies qui se passent entre les personnes, il y a bien sûr le thème, etc., ce que moi j'ai préparé à l'avance, et tout ce que j'ai pas préparé, et c'est ça le plus enrichissant. C'est toute cette énergie, synergie qui se passe entre les personnes. Et ouais, non, c'est fatigant à organiser, mais ça apporte tellement d'une énergie en même temps positive que c'est top. C'est bien de le dire que c'est fatigant à organiser, je trouve, parce que je crois que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. En même temps, on ne peut pas forcément leur demander non plus. Hein. Non. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps et d'énergie. J'allais dire plus d'énergie que de temps, j'ai l'impression. Parce que moi, j'ai toute une période où j'ai organisé des séjours vélo, yoga et méditation. Top. Donc on partait pendant une semaine, on en a fait 9 comme ça, des séjours, c'était génial, on était des groupes de 12. Et effectivement, quand je terminais la semaine, j'étais content quand même que ça se termine. J'imagine, parce que même sur une journée, je le vois bien, c'est des jours de préparation avant et cette journée-là qui est là, et quand ça se termine, effectivement, tu es content de rentrer, donc j'imagine même pas après une semaine de vélo en plus. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que par contre, de voir comment les gens se transforment et repartent, mais complètement, j'allais dire, hein, vraiment différents de ce qu'ils étaient une semaine avant, là, pour le coup, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, le terme qui me vient à l'esprit, c'est jouissif. Je sais pas si c'est le bon terme. Oui, mais c'est ça. Ouais, en tout cas, c'est gratifiant. Ouais. Et moi-même, j'ai fait une retraite très récemment, yoga et méditation dans un petit coin perdu près du lac du Verdon, un endroit top. Et moi-même, je suis restée 4 jours.
Je suis plus la même, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris encore sur moi. Et c'est ça que j'adore, en fait. Continuer à apprendre sur soi tous les jours et comprendre que, ouais, dans notre tête, il y a cette croyance limitante. Ah oui, mais là, du coup, je peux la. Et je trouve que c'est un terrain de jeu, d'exploration qui est génial. Et je pourrais saouler tout le monde autour de moi avec ces sujets-là. Mais voilà, moi, j'aime aussi participer à ce genre d'atelier et C'est cool, ça. d'expérience. Ça, c'est cool parce que j'ai pas l'impression que ce soit le cas de beaucoup de professionnels qui sont dans l'accompagnement. Parce que j'en ai rencontré des milliers. Tu sais, j'ai organisé des rencontres où je les fédérais dans des villes, dans 17 villes. J'ai fait ça pendant 7 ans et donc tous les mois, c'était énorme. Ah oui, Et donc, j'imagine. j'ai rencontré des milliers et j'avais vraiment l'impression de l'époque, en fait, j'ai tout arrêté en 2017 quand le film est sorti, C'est quoi le bonheur pour vous? Et la petite conclusion, parmi d'autres que j'avais tirée, c'était que j'avais le sentiment que la plupart des professionnels mettaient beaucoup d'énergie et je pense quand même qu'ils devaient être bons dans ce qu'ils faisaient pour accompagner les autres, peu importe ce qu'ils faisaient en termes d'activité, mais qui s'oubliaient un petit peu sur le trajet, Ah, tu vois? Je ne sais pas si tu as pu constater des choses comme ça, toi, autour des professionnels qui sont dans ce milieu. Alors, j'en connais pas autant que toi, donc j'ai moins de recul là-dessus. Et je crois que pour rester aligné avec les autres et avec soi, c'est bien de se remettre en question en permanence. Alors peut-être que moi je le fais trop, mais c'est pas grave parce que c'est ce que j'appelle en coaching, on appelle ça la stratégie de succès. Même si ça bouscule de temps en temps et souvent même, c'est comme ça qu'on évolue, je pense. Et d'ailleurs, je me positionne jamais peu en tant que sachante. Moi, je dis toujours, voilà ce que moi j'ai expérimenté, voilà ce que j'ai compris, voilà l'outil que je vous propose. Et jamais je dirais, c'est ça qu'il vous faut. Si vous faites pas ça, vous allez mourir. Non, expérimentez, ne me croyez pas sur parole, testez ce que je vous propose. Ça marche très bien, génial. Ça marche pas, passe à autre chose. Mais qui on est pour dire, je vous connais, alors je vous connais pas, je vous connais, c'est ça qu'il vous faut. Ben non, j'en sais rien. C'est clair. Donc, un peu d'humilité. Oui. Voilà, on peut suggérer, faire connaître, amener à la connaissance des autres certains outils. Et tant mieux s'ils s'en emparent, tant mieux si ça leur correspond. Mais j'écris des livres pour des milliers de personnes. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais ces milliers de personnes et que je sais ce qu'il faut qu'elles fassent, bien sûr. C'est important de le dire, effectivement. C'est important parce qu'il y a tellement de pratiques à l'heure d'aujourd'hui, tellement d'outils. Je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis, dès qu'on rentre en contact avec un professionnel, ce qui joue aussi beaucoup, pour le coup, c'est ce qui se passe entre les deux personnes. C'est cette connexion qui se fait sur de l'intuitif personnalisé, quoi. C'est, voilà, est-ce qu'on se sent bien? Et c'est beaucoup ça, moi, je trouve, qui va faire la différence au-delà de la méthode, de l'outil que propose la personne. Ouais, je crois que moi j'appelle ça une question d'énergie. Oui. Je pense que les personnes qui viennent vers moi, que ce soit pour les livres ou le coaching d'ailleurs, ce sont des personnes qui sont sensibles à mon énergie, qui pensent que l'énergie que j'ai, c'est pas forcément la leur, mais elles en ont besoin pour évoluer. J'aime pas ce mot. pour avancer. Et c'est vrai, j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'énergie et j'adore la partager avec les gens et les motiver et leur insuffler cette énergie-là. Et voilà, je pense que les rencontres ne se font pas par hasard. Elles sont toutes à dessein. On est bien d'accord, ouais. Alors, tu es autrice, Marie-Lise, mais est-ce que tu es aussi lectrice? Oui, bah oui. Alors pas une grande lectrice. Quand je vois des chroniqueuses qui lisent genre un roman par semaine, c'est pas mon cas. Pas du tout. mais oui, je lis beaucoup. Ok. Est-ce que tu as un ou deux livres là qui te viennent à l'esprit, les derniers que tu as lus, que tu as envie de recommander? Je viens de finir un livre et d'ailleurs je vais écrire à l'auteur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son livre. Ça s'appelle La science des miracles. Je crois que son nom c'est Anna Sandrea, quelque chose comme ça. Okay. Je crois qu'elle a monté le sommet de la conscience. Ah oui, d'accord, je vois qui c'est. Oui. Voilà. Et j'ai trouvé son livre top. Elle a des choses que je pouvais savoir, mais qui étaient très utiles à me rappeler. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment top. Quel autre livre j'ai lu qui m'a enthousiasmée dernièrement? Alors, je l'oublie régulièrement. Je sais pas, il faudrait me laisser un peu de temps pour regarder dans ma bibliothèque derrière moi tout ce que j'ai lu. Ouais. Là, peut-être qui te vient à l'esprit comme ça? Moi, par exemple, j'ai Maud Ankawa qui me vient à l'esprit parce que c'est une femme que j'apprécie beaucoup aussi à titre personnel. Ouais,
Elle est juste derrière moi. Ah bah voilà. Et Maud, en plus, est une amie. Donc, oui, Ah bien bah, sûr que dès qu'elle elle écrit un livre, je suis une des premières lectrices, je saute dessus. Maud, bien sûr, m'inspire par son parcours, mais surtout par la femme qu'elle est ouais, et ce qu'elle partage dans ses livres, et notamment le dernier que je vous encourage vraiment à lire, parce tout qu'il est à fait. génial. Ouais, Elle aurait pu en écrire 10 sur le même sujet, tellement c'est riche. c'est clair. Euh, Ah, puis elle est douée, voilà. hein. Elle est douée, elle est douée. Ah oui, non, mais oui, bah oui. Il n'y a pas d'autre mot. T'as été marcher avec elle sur Saint-Jacques-de-Compostelle? Oui, je suis allée 2 fois, Ah ouais, 2 années. wow, L'année dernière et l'année d'avant, on a ok, fait les 2 trajets et ok. c'était top, ce moment de communion avec des personnes que je ne connaissais pas. Je connaissais que Maud et donc les autres, je ne les connaissais pas et c'est ce genre d'expérience que j'aime vivre aussi, tu vois? C'est au-delà de la retraite que j'ai fait cette année, voilà, ces moments-là où alors c'est bizarre cette phrase, mais où tu te retrouves toute nue, c'est pas le sur Compostelle, Ah, je mais si savais pas ça. il va y avoir plus de monde sur le chemin ou pas? Ouais, c'est ça. Et oui, tu n'es plus la professionnelle, tu n'es plus l'image que tu aimes renvoyer en société. Tu es juste une fille qui marche, qui a mal aux pieds, qui doit soigner ses ampoules, qui n'est pas maquillée, attifée, avec les boucles d'oreilles et tout ça, pas du tout, hein. Personne ne le reconnaîtrait sur le chemin. On est juste nous et on pense qu'on partage avec les autres, que à manger, à bien marcher, à dormir. On est juste des êtres humains de base, j'allais dire, sans aucun côté péjoratif dans ce que je dis. Et ça fait du bien. Et en plus, honnêtement, autre côté de la médaille, c'est qu'on pense qu'à soi pendant cette semaine-là. On doit faire à manger pour personne, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On s'occupe de personne et on s'occupe juste de soi. Et non, j'allais dire un truc, mais ça va faire autopromo. Non, Parce mais que ça rejoint le livre que j'ai écrit, le dernier, mon guide pratique, qui s'appelle C'est moi d'abord. Et oui, de temps en temps, c'est bien de se faire passer en premier et de dire, bah là, c'est moi. mais C'est oui. moi, pour une fois, c'est moi là. Et c'est OK, ça fait tellement bien. Mais moi, j'ai même envie de dire pas des fois, en fait. Il faudrait que ça soit tous les jours. Tu sais, c'est notre société qui nous fait croire que c'est égoïste de se faire passer Hum, soi avant les autres. hum. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que ça devrait être notre priorité de tous les jours, de prendre soin de soi en priorité avant tout le reste. Bien sûr. Dans ce livre-là, j'explique, tu sais, que dans un avion, on nous demande de mettre le masque oxygène sur nous avant de le mettre sur nos enfants, par exemple. Et moi, la première fois que j'ai entendu ça, non, 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 moi, je me dévouerai en tant que maman, ça sera mon fils en premier. Mais pas du tout. Si je suis morte, je vais aider qui? Donc non. Et c'est bien d'avoir suffisamment d'oxygène, pour reprendre la métaphore, et d'énergie et de bonheur pour pouvoir aider les autres. Parce que si j'arrive à moitié épuisée, aigrie, en colère, etc., mais je vais être détestable. Donc ça ne sert à rien. C'est clair. Je vais aider personne. J'aimerais qu'on revienne sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand tu as fait donc la première rando, est-ce que c'était ta toute première rando ou est-ce que tu avais déjà fait des randos auparavant? J'en ai fait quand j'étais jeune avec mes parents, donc autant dire que Ah ça oui, fait longtemps. ok, Et que mon niveau de sport, tu vas pas aimer ce que je vais dire, parce que je sais que c'est important pour toi, mais que mon niveau de sport était quand même assez lamentable. d'accord. Mais alors, je me suis quand même entraînée, je suis pas partie complètement à la sauvage. Je me suis entraînée, j'ai marché quand même avant, et j'aime marcher. Enfin, je marche quand même souvent, mais pas des journées entières et pas des semaines, encore moins des semaines entières. Donc, je peux faire Ok. une balade au bord de la mer, aller 2 heures, on est bien, hein. Ah Donc, oui, c'était à peu près ça mon niveau. ok, Donc, j'avais très peur de ça. Mais d'accord. ça s'est très bien passé. Et ben justement, c'était là où je voulais en venir. Parce que moi, ce que je constate, c'est que moi, je marche beaucoup pour le coup. J'aime bien aller faire de la rando. Saint-Jacques-de-Compostelle, je l'ai fait, c'est ma troisième fois que je fais un tronçon, en fait, à chaque fois. Et souvent, j'entends mais plein de gens autour de moi avoir peur, tu sais, de le faire, avoir peur de partir seul, avoir peur, en fait, tout simplement de marcher. Et je me dis à chaque fois, mais en réalité, c'est tellement accessible à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir ton témoignage. Tu vois, si tu es parti de loin, entre guillemets, Oui. et que finalement tu l'as fait, voilà, c'est encore un exemple quoi, pour montrer que oui, c'est accessible à tout le monde et que ça fait surtout mais un bien fou. Enfin, Ah ouais. j'imagine que tu as dû le constater quand tu reviens de ce séjour-là, tu n'es plus la même. Quoi. C'est plus pareil. Et tu as du mal à expliquer.
Il faut un moment pour atterrir en plus. Et moi, je dis, par exemple, j'ai une amie de ma mère, et d'ailleurs, c'est ça qui m'avait rassurée avant de partir. Ma mère me disait, tu sais, j'ai Michel, qui a son âge, donc plus de 70 ans, qui l'a déjà fait plusieurs fois. Et j'ai dit, bon, bah, si Michel l'a fait, bon, je devrais pouvoir le faire. Si on a un tout petit niveau de marche ou si on a X années, encore que ça ne veut rien dire, hein, parce que j'ai vu des personnes âgées qui cavalaient, et ben, on n'est pas obligé de faire les tronçons qui sont indiqués. Il y a des gîtes tout le long du chemin. Donc, si on veut faire que 5 km par jour, eh ben, on fait 5 km par jour, peu importe. On s'en fiche. L'important, c'est de profiter du paysage, du lieu, des rencontres, de tout ce qu'on rencontre en chemin, justement, à son rythme. On n'est pas là pour faire une course ou pour battre des records ou pour faire comme les autres qui font 20 km par jour. Si on n'en est pas capable, on n'est pas capable. On ne va pas se rendre malade. C'est clair. C'est clair. Oui, puis il y a quelque chose que tu as dit que j'aime beaucoup, qui est tellement vrai. Et pareil, hein, je ne le constate pas dans d'autres formes de rando, c'est la simplicité, la bienveillance. En fait, tu rencontres que des gens, mais qui sont d'une bienveillance assez incroyable. Et une fois de plus, pour randonner, c'est vraiment pas le cas dans les randos que je peux faire comme ça, en dehors de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je trouve que la population qui va sur Saint-Jacques est quand même très particulière dans ce sens-là, quoi. Très accessible, on est d'accord. C'est ça, c'est tout le monde se tutoie, tout le monde se rend service, c'est une générosité, un altruisme, une bienveillance naturelle. Et je me rappelle une fois, ça devait être un des premiers jours où j'étais là-bas et il pleuvinait. Et donc j'avais mis ma cape de pluie sur mon sac à dos et on avait laissé les sacs à dos dehors le temps d'aller acheter à manger. Et je reviens et j'ouvre la petite poche dans laquelle j'avais laissé mon portable. Et là, je trouve pas mon portable. C'est mon portable, mon porte-monnaie. Mon portable, je crois. Bon, peu importe. Et je trouve pas mon portable. Et là, réflexe de citadine de base, on m'a volé mon téléphone. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est pas du tout mon sac à dos, c'est celui de la copine. Okay. Et le temps que je réalise, il y a quelqu'un qui me dit, vous savez, sur Compostelle, ça m'étonnerait quand vous avez piqué votre téléphone. Et il avait tellement raison. Et ça, je l'ai encore plus découvert les jours suivants que oui. Et pour compléter ce que tu dis, je suis un peu une pétocharde de base. C'est-à-dire que moi, me balader toute seule autour de chez moi, avec tout ce qu'on entend, parfois, j'hésite 2 minutes. Sur Compostelle, j'aurais été capable, et j'y avais pensé d'ailleurs cette année, à y retourner toute seule. C'est dire à quel point je me sens en confiance sur ce chemin. C'est vrai, c'est super de le dire parce que c'est exactement ça. Moi, je vois aussi, ma mère, elle randonne maintenant toute seule aussi sur Saint-Jacques, alors qu'elle se posait des questions aussi en amont. Elle a 70 ans et elle se posait ces questions-là, justement, tu sais, de côté un peu rassurant. Et en fait, voilà, alors maintenant qu'elle l'a fait une fois, je me rappellerai toujours quand on est revenu. Maintenant, elle a une grande carte de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est vrai. Elle part tous les ans, quoi. Donc oui, c'est vrai. Et ça, c'est très particulier, c'est vraiment lié à ce chemin. Non, il se passe quelque chose d'un peu magique, mystique sur ce chemin-là qu'on a du mal à expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu. Oui, tout à fait. Est-ce que tu es dans l'écriture d'un prochain roman, d'un prochain guide là en ce moment? Là, je viens juste de commencer, je viens juste de le soumettre à mon éditrice pour tout te dire. Je suis dans l'écriture d'un guide pratique. Guide pratique. Et j'ai un autre roman en tête qui va suivre parce que j'ai un peu de mal. Enfin, je peux faire les deux en même temps, mais voilà, je vais certainement l'entamer là au mois d'août. Ça sera un roman de Noël, une comédie. Et ce que j'aime dans cet autre genre, c'est encore un autre genre, c'est un roman, mais il y a beaucoup plus d'humour dedans. Mais bien sûr, je ne peux pas m'empêcher d'injecter du développement personnel, des petits messages, des petits conseils dedans. Oui. Donc c'est un genre hybride. J'aime bien être hybride. Et je m'éclate à faire ça. Trop bien. Et si tu avais, je sais que c'est pas évident comme question, mais si tu avais une recommandation, mais juste une recommandation aux personnes qui nous écoutent et qui, tu vois, qui se posent des questions, qui ont envie de donner du sens à leur vie, qui ont envie peut-être de changer certaines choses dans leur vie. Ce que j'observe, moi, généralement, c'est entre 40 et 50 ans. Si tu avais juste une reco pour ces personnes. Un conseil à donner pour ces personnes-là qui se cherchent. Ouais. Tu me laisses 1 heure? Non, mais je crois que avant de chercher à changer des éléments dans sa vie, tout part de soi. Et je crois que rien n'est possible si on ne travaille pas sur l'amour de soi en priorité. C'est ce que j'explique aux personnes que j'accompagne, c'est que l'estime de soi et la confiance en soi qui est son corollaire, c'est un peu comme les fondations d'une maison.
Si c'est solide, on peut construire un immeuble par-dessus. Si c'est fragile, ça fissure au bout d'un moment. Et à partir du moment où on arrive à renforcer son estime de soi, et on peut la renforcer, c'est pas figé dans le marbre, on ne naît pas avec une estime bonne ou mauvaise. À partir du moment où on prend le temps de la renforcer, après tout devient possible. Tout est possible. Vraiment, j'y crois fondamentalement. Tout est possible à partir du moment où on croit en soi, même si autour de soi personne n'y croit, personne ne comprend ce qu'on fait. Si nous on y croit et si nous on s'aime suffisamment pour réaliser nos rêves, voilà. Donc mon petit conseil pour revenir à ta question, c'est commencez par vous, commencez par renforcer votre amour de vous. Mettez de la lumière sur tout ce que vous faites de bien, sur votre valeur, vos valeurs, sur tout ce que vous avez déjà réalisé, vos succès. Voilà, gorgez-vous de cette énergie positive. Rappelez-vous que vous êtes une belle personne. Et si vous avez déjà réalisé des choses extraordinaires dans votre vie, ou petites même, pourquoi vous ne pourriez pas en réaliser d'autres par la suite? Ça veut dire de mettre sur pause, de faire un pas en arrière et puis de faire comme une petite liste quelque part, tu sais, de tout ce que j'ai accompli, des côtés. Ouais, c'est ça? Pourquoi pas? Ouais, ouais. Ouais, Et de pas le faire intellectuellement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est d'y associer une autre dimension. C'est-à-dire que je repense par exemple à une conférence que j'ai pu animer il y a quelque temps ou une peur que j'ai dépassée. Ça marche très bien aussi. Une peur que j'ai dépassée, je vais pas juste me contenter de me dire, et ça c'est du vécu, j'ai dépassé ma peur de me garer dans les parkings souterrains. Je vais pas, parce que là c'est ma tête qui parle, très bien, bon, hop, j'ai répondu à la question. Non, là je vais ressentir la joie, et je me rappelle encore très bien, que j'ai ressenti la première fois où je l'ai fait, où j'ai dépassé cette peur-là. Et du coup, si j'ai développé cette capacité à dépasser ma peur pour cet exemple-ci, qui peut paraître très, très futile et très banal pour la plupart des gens qui nous écoutent, hein, mais pour autant c'est vrai. Et peu importe d'ailleurs, j'allais dire quelles sont les peurs. Si j'ai réussi à le faire pour cette peur-là, je peux le faire pour toutes mes autres peurs. Et donc allons-y, on peut capitaliser là-dessus. Est-ce que ça revient au même de dire de sortir de sa zone de confort régulièrement? Tout à fait, tout à fait. Je pense que la zone de confort est très ennuyeuse, à mon sens. Elle est confortable, mais on tourne vite en rond, je trouve. Alors ça, c'est un jugement, mais oui, à son rythme. On n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour se générer des angoisses, mais moi j'aime bien dire, voilà, tu ouvres un peu la porte, la fenêtre plutôt, de ta zone de confort, tu regardes ce qu'il y a dehors, tu regardes si ça te plaît, si le menu te plaît, si le paysage te plaît, et si ça te plaît, ouvre la porte, fais un petit pas, et si le petit pas est confortable, est agréable, si tu en retires du bénéfice, fais-en un autre. Et petit à petit, comme ça, tu chemines. Alors, le problème, c'est qu'après la zone de confort, on a la zone des peurs, donc c'est pas la zone la plus agréable tout de suite. Mais pour autant, elle apporte tellement de choses parce que dépasser ses peurs, il n'y a rien de plus galvanisant. C'est tellement libérateur que oui, ça vaut le jeu, on voit la chandelle, vraiment. Est-ce que parmi tes lecteurs et tes lectrices, il y a une personne qui est tombée sur ton livre un peu par hasard, qu'on va dire, tu sais, qui ne te connaissait pas, ou tu sais, j'imagine, elle est en train de flâner dans une librairie, puis hop, un de tes livres tombe, hop, elle le ramasse, elle se dit, oh tiens, ça a l'air d'être intéressant, elle le lit, et terminée la lecture, elle t'écrit en te disant, écoutez, merci, votre livre, il a changé ma vie, parce que il n'y a pas un seul moment où tout ce que j'ai lu était évident, mais voilà, le fait de le lire, quoi, ça m'a remis les idées en place, quoi, on va dire. Tu as déjà eu ce genre de retour, hein? J'ai la chance d'en avoir eu beaucoup et en plus à un moment donné je proposais je mets toujours mon adresse mail à la fin des livres, donc ça permet vraiment aux gens de me répondre et je les encourage à faire ça. Mais parfois voilà, c'est fait de manière très très spontanée, et pour moi, chaque fois que je reçois ce genre de message, c'est un prix Goncourt. Enfin, franchement, à mon avis, le prix Goncourt n'a pas autant de saveur que ce genre de message là. Quand Ouais. on me dit c'est grâce à ce livre-là que j'ai compris et que j'ai pris cette décision ou que j'ai changé un truc dans ma vie, mais j'ai les larmes aux yeux, il ne faut pas voir dans quel état je suis. Donc, et d'ailleurs, c'est après avoir reçu ces premiers retours-là, que je me suis dit, je vais aller encore plus loin et je veux faire du développement personnel. Enfin, je vais Ah oui. intégrer le développement personnel dans mes romans, parce qu'avant, c'était un petit peu plus là, je ne vais pas dire timide, mais en tout cas, c'est moins présent, voilà, notamment dans Le bonheur est un papillon. Mais voilà, j'ai reçu un message dont je me rappelle encore, c'était Sandrine qui me l'avait envoyé, tu vois, je me rappelle encore de son prénom. Alors, il y avait un contexte compliqué. Et quand j'ai lu son message, je me dis, mais voilà, ça, je veux en avoir tous les jours, ce genre de message-là. Et voilà, j'ai poussé le curseur encore plus loin, quoi. Donc du coup, on pourrait peut-être recommander aux gens qui nous écoutent et qui aimeraient, tu sais,
faire un petit pas comme ça, de commencer peut-être par l'un de tes livres. Oh mon Dieu, tu vas me demander d'en proposer un seul sur les 16. C'est ça. Ah oui, je dois choisir un de mes enfants. Très bien. Mon Dieu, c'est hyper dur. Et quand je suis en salon, on me pose cette question-là. Et j'en dis, mais laissez-vous inspirer par la couverture. Je vois ton touche. Oui, non, je comprends. Moi, je dirais, je pense quelque chose aussi d'équivalent. Laissez-vous guider par votre intuition, quoi. C'est ça, mais en fait, c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Et alors, après, si vraiment la personne n'est pas connectée à son intuition, alors j'essaie. Est-ce que vous aimez les romans de développement personnel? Oui, non. Alors, tu vois, je fais en entonnoir. Ah oui. Est-ce que vous aimez les romans ou les guides pratiques? Donc, en fait, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas un conseil qui est valable pour tout le monde, j'ai pas un livre qui est valable pour tout le monde. Il y a des personnes qui adorent un de mes romans, des lecteurs, qui s'appelle Otage de ma mémoire. C'est mon 3e roman. Ouais, 3e roman, c'est un thriller psychologique. Alors, un thriller sans sang et tout ça, c'est vraiment un suspense, plutôt. Et il y en a qui sont fans de ça, qui sont très, très éloignés de mes comédies de Noël, bien entendu. Donc, ça dépend vraiment du lecteur que vous êtes. Je ne sais pas répondre à cette question. Ouais, moi, j'aime bien l'idée de se laisser porter par son intuition. Ouais. Tout est disponible et laissez-vous appeler par le roman. D'ailleurs, en parlant de disponible, est-ce que toi, tu te rends disponible? Tu sais, moi, je suis connu depuis une vingtaine d'années pour répondre à tous les emails et pour répondre de manière très rapide. Est-ce que toi aussi, c'est pareil? Alors, bizarrement, répondre à tous les mails, oui. De manière très rapide, non. Parce que, je ne sais pas si je dois dire ça, mais je suis ce genre de mail qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des moments où ça me submerge émotionnellement et j'ai besoin d'un temps pour redescendre et faire un message qui tienne la route, qui soit à peu près intelligible. Et donc, j'ai besoin parfois d'un petit temps et je m'excuse pour les personnes qui n'ont pas... Alors, je n'ai pas non plus 2 ans à répondre, mais voilà. Et voilà, je dois mieux m'organiser pour ça. Je ne sais pas si je dois répondre avec ce français inintelligible et décousu et tout plein d'émotions ou si... C'est une vraie question pour moi. Et c'est vraiment problématique parce que je suis tellement reconnaissante que la personne ait pris de son temps pour m'envoyer ce message-là. Et je culpabilise à mort de ne pas répondre dans les temps. Ah ouais. Moi, j'aime bien le côté authentique. Je pense que c'est ça qui me semble le plus important. Ouais, je pense que tu as raison. Ouais. Si tu es traversé par des émotions, il faut le dire, quoi. C'est génial. Ouais. C'est un beau cadeau que tu fais à la personne qui t'a écrit. C'est magnifique, quoi. Ouais. C'est tellement puissant. Mais oui, c'est ça. Et est-ce que tu es accessible? C'est-à-dire là, s'il y a des gens, après le live, par exemple, ou quand ils vont tomber sur le replay, qui ont envie de rentrer en contact avec toi, on peut te contacter facilement? Oui, sur mon adresse mail, marylisetrécourt.auteur@gmail.com. Donc, faites juste attention à l'orthographe de Marylis parce qu'elle est un peu particulière. Ouais. Mais sinon, ouais, non, mais carrément. Okay. Carrément. Et sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn, tout ça? C'est ça, ouais. Alors, j'imagine que comme toi, moi, je reçois effectivement beaucoup de messages. Donc, parfois, il me faut un petit peu de temps pour les découvrir et pour pouvoir y répondre sur les réseaux sociaux notamment. Mais allez-y. Moi, j'adore le travail d'écrivain. Alors, le travail de coach tempère ce que je veux dire, mais en tout cas, le travail d'écrivain est un travail pour moi en tout cas solitaire. Et ces échanges que j'ai avec les lecteurs ou avec d'autres personnes, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Moi, je suis une mode sociale en énagramme, donc j'aime ce relationnel, j'aime ces échanges et c'est ce qui me nourrit, donc allez-y. Ok. J'ai une dernière question pour toi. Tu sais, j'ai posé 1500 fois la question « C'est quoi le bonheur pour vous ?» dans 28 pays. C'est quoi pour toi le bonheur, Marie-Lise? Le bonheur, c'est se rendre compte de la chance qu'on a, c'est être dans la gratitude pour le moment qu'on est en train de vivre et considérer chaque moment comme un miracle. Et à partir de ce moment-là, même s'il y en a qui sont plus faciles que d'autres, se dire que oui, on est complètement heureux parce que ce qu'on est en train de vivre là, comme ce qu'on est en train de vivre là maintenant, pour moi, là, ça me rend pleinement heureuse vraiment de partager avec toi et avec tout le monde. Voilà, le bonheur, c'est ça, c'est de la gratitude pour ce qu'on vit. Top. Merci Marie-Lise, ça sera le mot de la fin. Merci Julien, c'était top. Mais oui, carrément. Je te souhaite une belle soirée, du coup un bel été aussi. Et toi aussi, merci. Merci. Et puis écoute, on reste en contact pour la suite. Avec grand plaisir. À tout bientôt. Bonne soirée. Salut. Ciao.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.